No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes dimanche 10 novembre 2019. Messieurs et dames, bienvenue à votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de Parole aux juristes, votre tranche qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet en tant qu'étudiant, juriste ou futur juriste, magistrat, juge, bref, praticien de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct tous les dimanches à 15h heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com. Pour ne plus manquer nos prochaines publications, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Avant d'écouter le sujet du jour, laissez-moi remercier nos intervenants que vous allez écouter tout à l'heure. En tout cas, je dis 1000 merci à nos intervenants pour leur brillante intervention. Pour ceux qui veulent participer sur le même sujet, vous pouvez intervenir dans la partie réservée aux commentaires. Et pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous demande de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission pour connaître les sujets à traiter la semaine prochaine. Avant de passer la parole aux juristes, je vous demande d'écouter les sujets du jour. Parole aux juristes. Parole aux juristes. André, un jeune homme de 18 ans souffrant d'un léger handicap mental. André habite chez ses parents au 4e étage d'un immeuble de 5 niveaux. En rentrant chez lui, la nuit du 15 octobre 2019, vers 23h30, André se trompe d'adresse et se trouve dans l'appartement de Jean, dans un étage supérieur, donc au 5e niveau. Sorti des toilettes, Jean surprend André dans son salon et se précipite sur lui et commence à lui donner des coups. Après une très longue scène de violence, André se précipite dans la fenêtre pour s'échapper au cou de Jean et est tombé du 5e niveau. Impossible de survivre après cette chute, André meurt sur place. Pour sa défense, Jean dit qu'il a été cambriolé 2 fois en 3 mois et qu'il a cru qu'André était un voleur, vu qu'il est entré chez lui par effraction. Jean rejette la faute chez les parents d'André d'avoir permis à un handicapé mental de rester dehors aux heures tardives. Quelles sont les qualifications des infractions dans cette affaire? Jean est-il coupable? Si oui, quelle peine risque-t-il? Sinon, pourquoi? Les parents d'André sont-ils coupables? Si oui, quelle peine risque-t-il? Sinon, pourquoi? Parole aux juristes. Parole aux juristes. Si vous nous rejoignez, sachez que vous écoutez votre tranche Parole aux juristes et si vous souhaitez intervenir sur cette affaire, vous pouvez laisser votre intervention sur la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez participer dans la prochaine émission, je vous prie de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet. Jean est-il coupable ou ce sont les parents d'André qui sont coupables d'avoir laissé un malade mental dehors dans les heures tardives? Donnez-nous les qualifications des infractions sur cette affaire. Votre point de vue nous intéresse. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonjour la famille juridique, je suis maître Modeste, étudiant en L1, droit, département des droits publics de l'Université libre des Grands Lacs de Bukavu, en République démocratique du Congo.
j'ai suivi avec tout intérêt les casus opposant les défunts André à Monsieur Jean et je retiens les qualifications ci-après. Jean est coupable de l'homicide préintentionnel ou le coup mortel. Il est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale plus une amende, et tout cela c'est au regard de l'article 48 du Code pénal congolais livre D. La raison est qu'il a donné ou bien il a administré à la victime les coups et blessures volontaires et que ces derniers ont entraîné la mort de la victime sans l'intention de la donner. Nous avons dû Maître Modeste. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, nous pouvons retenir comme qualification une infraction d'homicide involontaire commis par Jean. Une infraction d'homicide involontaire commis par Jean. Mais pour le cas d'André, il est nécessaire de poser une hypothèse, de savoir s'il est entré à la maison par effraction de clôture ou bien s'il est entré en passant par la porte. S'il est entré en passant par la porte, il n'y a pas d'infraction. Il n'a pas commis une infraction. Mais s'il est entré dans la maison par escalade, là, on peut bel et bien retenir la qualification d'infraction. Voilà, on peut bel et bien retenir la qualification. Malgré sa faculté mentale n'est pas au top, mais on peut retenir comme infraction parce que voilà, cette situation nous installe dans le cadre de l'article 306 du Code pénal sénégalais. Du Code pénal sénégalais qui pose les conditions de la légitime défense. Parce que si une personne entre dans votre maison pendant la nuit avec effraction de clôture, là vous êtes en position de la légitime défense, ce qui permettra à Jean de brandir comme argument: j'étais sous l'état de la légitime défense. Mais si André est entré à la maison par la porte, cet argument serait écarté. Donc, mais pour le cas de Jean, il a commis, si André est entré par la porte, là on va retenir du côté de Jean qu'on est infraction d'homicide involontaire. Parce que premièrement, Jean a fait ce que l'on appelle une justice privée. En droit, ce qu'on connaît en droit sénégalais, nul ne doit pas faire justice soi-même. Nul ne doit pas faire justice soi-même. Ce qui veut dire, si André est entré à la porte, il devait appeler la police. Mais il ne devait pas le frapper jusqu'à que cette personne perde la vie. Mais l'homicide, l'infraction d'homicide, l'infraction d'homicide, elle est involontaire. Parce que il ne cherchait pas à le tuer, c'était juste le frapper, voilà. Mais voilà, on peut retenir une infraction d'homicide involontaire et Jean ne peut pas échapper à cette. Donc les parents, s'ils nous disent que les parents d'André étaient négligents, du coup André ne devait pas rester dans la rue pendant cette heure. Si par exemple on est dans le cadre de la responsabilité civile, il peut invoquer ces arguments parce que la personne, pour les malades mentaux, les personnes, voilà, pour les malades mentaux, voilà, c'est la responsabilité du fait d'autrui. C'est dans le cadre de la responsabilité du fait d'autrui. Donc là aussi, voilà, c'est autre chose. Mais en matière pénale, l'infraction d'homicide involontaire est bien retenue, c'est 16 ans. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je m'appelle Kofi Kwasi Jean-Joël, étudiant en Master 2 à l'Université de l'UCAO. Pour répondre à la question, je répondrai par la première et la troisième, ensuite je terminerai par la deuxième question. Pour la première question, la qualification des infractions,
il y a d'abord les coups et blessures prévus à l'article 381 du Code pénal ivoirien. Et la deuxième, il y a l'homicide involontaire de l'article 392. La troisième, il y a la violation de domicile de l'article 449. Et en quatrième, il y a la mise en danger d'autrui de l'article 393. Pour la première fraction de l'homicide, plutôt les coups et blessures volontaires, de l'article 381, comme on l'avait dit, nous allons préciser que c'est un régime de droit commun. Nous allons appliquer le régime spécial de l'article 421 qui nous dit que quiconque exerce des violences ou voie de faire sur une personne de mineur de 18 ans ou une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental. En question ici, il existe une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental. L'article donc qui sera de référence ici sera l'article 421. D'abord parce qu'il est beaucoup plus contraignant et il est beaucoup plus spécial au cas d'espèce. Pour une infraction involontaire, plutôt l'homicide involontaire, nous allons préciser aussi que on aurait pu dire l'homicide volontaire si on pouvait l'animus necandi, qui pourrait se représenter par le fait que la personne ait eu l'intention de projeter ou propulser la victime du haut du quatrième étage. Mais il n'est pas prouvé ici que Jean avait l'intention de pousser André ou qu'il avait l'intention de forcer André à se projeter. Nous retenons donc la qualification d'homicide involontaire de l'article 392 et non celle de l'article 380 qui est l'homicide volontaire. Pour la violation de domicile de l'article 449, nous préciserons aussi que cette infraction a eu lieu la nuit, donc la peine devra être doublée. Mais il existe là d'abord une erreur excusable et aussi l'état mental qui enlève l'élément légal de l'infraction. Étant donc voilà une circonstance, non pas une circonstance, c'est une situation voilà qui enlève l'élément légal. D'abord au niveau de l'erreur excusable, nous rappelons l'arrêt Rabatteux de 1867 qui pour expliquer le fait que le fou, enfin la personne qui était malade mentale, s'est trompée de maison. Et la deuxième, elle était malade mentale, donc si au moment des faits, ne bénéficiait pas de toutes ses facultés mentales, donc cette altération-là enlève l'élément légal. Bien, pour la mise en danger d'autrui, alors on nous répondra directement à la question numéro 3. La mise en danger d'autrui, elle fait pour une personne de pouvoir violer des obligations légales en mettant en danger une personne. Là, si le majeur était protégé, les parents auraient commis cette violation, plutôt cette mise en danger d'autrui de cette personne, puisque en le protégeant, elle ne devait pas laisser cette personne à ses états tardifs se arpenter les rues. Mais rien n'est prouvé ici que André bénéficiait d'une protection légale. Il était donc considéré comme un majeur au yeux de la loi. Il ne pouvait donc être protégé par les parents obligatoirement. À moins qu'une jurisprudence du le contraire, les parents ne pourront être poursuivis. Pour répondre maintenant à la deuxième question et en terminer, le monsieur Jean excipe la légitime défense. D'abord, la légitime défense, il faudrait qu'il y ait une agression, une réponse et une proportionnalité dans la réponse. Il n'existe pas d'agression car André était assis au salon, donc encore moins une réponse ou la proportionnalité. Il y a eu juste une action donc unilatérale de la part de Jean. On pourrait aussi revendiquer l'article 98 du même code pénal ivoirien qui nous parle d'une présomption de légitime défense lorsque les faits étaient commis la nuit. Mais selon l'arrêt Réméniac de 1959, il faudrait que même lorsqu'il existe cette présomption de légitime défense, il faudrait que les éléments de la légitime défense classique existent. Donc à défaut d'existence des éléments de la légitime défense classique, c'est-à-dire donc l'attaque, la réponse et la proportionnalité, le monsieur Jean ne pourra donc expliquer la légitime défense. Il sera actionné des peines prévues pour l'homicide involontaire de l'article 392, puisqu'on ne pourra cumuler les coups et blessures et l'homicide involontaire en vertu du non-cumul des infractions prévues à l'article 119 du code pénal. Il pourra donc voilà, être sanctionné. Voilà, j'en ai fini, voilà, je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste.
Bonsoir, je suis Apollinaire, juriste de nationalité camerounaise. C'est avec un plaisir renouvelé que je vais répondre au cas pratique de la semaine. Alors, le cas tel qu'il est présenté, on peut le traduire juridiquement en des termes simples. Vous avez un mineur, conformément au droit camerounais, civil, mais pas pénal, majeur sur le plan pénal, parce qu'il a 18 ans, qui est encore en situation de cohabitation, vivant chez ses parents, souffrant de troubles mentaux, qui se retrouve nuitamment dans un appartement appartenant à un voisin, et malheureusement le voisin l'ayant confondu en bandit se met à le rouer des coups et voulant fuir ce péril saute par le balcon malheureusement et se retrouve au sol et décède. Alors la première question est celle de savoir quels sont les celle de savoir comment qualifier les différentes infractions. Moi je pense que dans ce cas pratique, d'un point de vue pénal, il y a une seule infraction qu'il faut retenir ici. C'est l'infraction d'homicide. Alors, il va donc falloir savoir s'il s'agit d'un homicide volontaire ou d'un homicide involontaire. L'homicide involontaire, il faut tout simplement comprendre que dans cette situation, l'auteur a eu l'intention de donner la mort. Alors que dans l'homicide involontaire, l'auteur n'a pas voulu donner la mort. Donc il n'y a pas une intention, même s'il y a eu des actes qui ont entraîné la mort. Mais il n'a pas voulu donner la mort. Il n'a pas eu l'intention de donner la mort à la victime. Donc c'est la principale expression qu'il faut retenir, c'est l'infraction d'homicide. Alors c'est vrai qu'il y a des infractions intermédiaires qui ne sont pas importantes. Par exemple, on pourrait probablement parler de violation de domicile. Parce que le fait de se retrouver par effraction, comme il est dit dans le cas dans un domicile, est s'y maintenir contre le gré du propriétaire, et vous êtes en situation de violation de domicile. Mais là, c'est une infraction, on ne peut pas retenir cette infraction parce que la victime est décédée. Alors donc, nous avons un homicide ici, et maintenant, l'infraction d'homicide, maintenant, il faut savoir si Jean est coupable ou pas. Moi je pense que oui. C'est vrai qu'on va dire que il s'est limité à donner des coups, mais il faut établir directement un lien entre les coups qu'il donne et la fuite qui entraîne la mort. Donc il sera bien poursuivi pour homicide involontaire. Et pour homicide involontaire, qui est une infraction pénale, et il encourt la peine peine, parce que c'est un délit, allant de 1 à 5 ans. Maintenant, s'il était établi qu'il y avait une intention, une volonté de donner la mort, à ce moment-là, on pouvait le poursuivre soit pour meurtre ou alors pour assassinat s'il avait prémédité. Mais je crois que tel que le cas est libellé, il s'agit bel et bien d'un homicide involontaire. Et Jean sera bel et bien poursuivi pour cette infraction. On pourrait même utiliser le qualificatif de coup mortel. C'est possible, conformément au droit pénal camerounais. Maintenant, est-ce que les parents sont coupables? Moi, je pense que maintenant, il faut se déporter sur le terrain de la responsabilité civile. Parce que en l'état, les parents n'ont commis aucune infraction pénale. Parce que vous savez que le pénal est régi par le principe de la légalité des délits et des peines. Donc, il n'y a pas une infraction telle que le cas est relaté commise par des parents. Je pense qu'on pourrait interroger leur responsabilité sur le plan civil. Et alors, à ce moment-là, on parlerait probablement d'un défaut de surveillance. Sauf que le cas tel qu'il est relaté, on ne voit en aucun moment à quel niveau on pourrait parler du défaut de surveillance. Parce que le jeune homme souffre de troubles légers qui ne nécessitent pas forcément une assistance permanente. Donc, pour me résumer,
il y a une infraction pénale qui est consommée, qui est celle d'homicide, et le coupable est bel et bien Jean, parce qu'il ne peut pas se dédouaner tout simplement en disant que il l'a fait parce que il a été victime 2 fois de coups de vol dans son appartement. C'est pas une justification qui va tenir et il sera bel et bien poursuivi pour homicide involontaire. Au pire des cas, il sera poursuivi pour meurtre. Mais le qualificatif qui est essentiel, qui est plus plausible dans ce cas, c'est le qualificatif d'homicide involontaire. Merci et je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Adja Master Gabriel, étudiant à la faculté de droit à l'université du Burundi. Le casus Montetti m'a été envoyé il y a 3 jours, mais je vais essayer de requinquer tout en prenant comme base légale aussi de mes atouts la loi portant code pénal de la République démocratique du Congo. Et sans toutefois anticiper, je salue tout d'abord les arguments et les prétentions de mes condébatteurs qui ont essayé d'argumenter sans toutefois j'embagager. Et pour ça, je dirais que les infractions qui ont été commises sont les coups et blessures volontaires, mais aussi l'homicide involontaire. À ce qui est déjà, je dirais que certes, il est coupable des coups et blessures volontaires qu'il a administrés à M. André, car il a voulu se rendre justice, et c'est en violation de l'adage nemo iudex in propria causa, car nul ne peut se rendre justice, bien qu'il a été chaque fois victime de vol, mais il ne devrait pas être là tout en pensant qu'il devrait donner du coup, voire même des blessures à un voleur qui devrait attraper, mais plutôt il devra chercher à utiliser la loi. Et en ce qui concerne notre loi, dans ces articles 46 et 48 du Code pénal congolais, Jean sera poursuivi en vertu de ces 2 dispositions. Et voilà que l'article 46 du Code pénal congolais dispose que quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 25 à 200 zaïrs ou d'une de ses peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale 2 mois à 2 ans et à une amende de 50 à 500 zaïrs. Et si nous essayons très bien d'analyser cette disposition, nous allons comprendre que M. Ja a prémédité et a consenti très bien aux coups et blessures qu'il a administrés à M. André. Et là, bel et bien, il sera poursuivi en vertu de ces dispositions. Non seulement ces dispositions, mais aussi il sera poursuivi en vertu de l'article 48 du Code pénal congolais qui dispose que lorsque le coup porté ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causé, le coupable sera puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende qui ne pourra excéder 2000 zaïrs. Mais aussi en vertu de cette disposition, nous pouvons toutefois comprendre que M. André en voulant s'échapper car il n'a pas pu supporter les douleurs des coups que Jean l'administrait, il a voulu s'échapper tout en sautant. Malheureusement, voilà qu'il y a les morts qui est survenu. Et bel et bien, Jean est responsable car s'il n'a pas pu administrer des coups, M. André ne devrait pas se jeter. Oui, en ce qui concerne le para de M. André, le Code pénal, le Code civil livre 3 dans son article 261 dispose que les parents sont aussi responsables des fautes commises par leurs enfants habitant avec eux. Mais je ne vois en quoi les parents d'André sont responsables. Bien que André s'est trompé de passage, s'est trompé la porte,
Mais à ce vertu du casus qui nous a été donné, nous avons essayé de comprendre qu'il n'était pas en dehors de la clôture. Il était bel et bien dans leur appartement, bien qu'il s'est trompé de porte. Il devrait le comprendre. Mais aussi, je devrais dire que les parents ne doivent pas être responsables. Mais aussi, il y a une part du gouvernement, voire même de la législation. Puisque les enfants qui ont un problème mental doivent être mis dans un centre de récupération. Fort malheureusement, nous comprenons que notre Ja et notre bel et bien aimé André est gardé chez lui. Pourtant, il devrait être dans un centre, là qui reçoit des encadrements, là qui reçoit des traitements. Malheureusement, il n'est pas dans le centre. Voilà ce qui vient de se produire. Tout en vous remerciant, je salue aussi les arguments de mes condébatteurs qui vont essayer de me contredire. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Je m'appelle Kabina Kamara, étudiant sortant à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia à Conakry. En ce qui concerne ces cas pratiques, donc, nous allons donner d'abord les qualifications des infractions. Il s'agissait des coups et blessures suivis de l'homicide involontaire. Pour cela, Zan sera poursuivi pour coups et blessures suivi de l'homicide involontaire. En droit guinéen, selon le principe de non-cumul d'infractions, on appliquera la peine la plus lourde qui est la peine de l'homicide involontaire. Quand on se réfère à l'article 216 du Code pénal guinéen qui prévoit ceci, le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. La mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1 million à 10 millions de nos francs. Nous avons quant aux parents d'André, il s'agissait d'un majeur protégé qui est sous tutelle ou sous curatelle, dont la surveillance dont les parents doivent veiller ici à la surveillance de ces jeunes handicapés. Les parents doivent alors prendre toutes les précautions afin de veiller à la surveillance de ces jeunes handicapés. L'alinéa 2 de l'article 15 du Code pénal guinéen est très clair là-dessus. Il y a délit lorsque la loi prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Les délits sont punis de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 5 millions francs guinéens. Donc, si les parents violent leurs droits ou n'étant pas surveillés le jeune handicapé, les dommages qui seront causés par ces derniers, ils sont responsables de cela. Donc, ces parents ont leur part de responsabilité là-dedans. Merci à vous. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, c'est Timota depuis le Mali. Je viens de voir le cas pratique sur le Facebook. En tout cas, même si je vois que l'heure est un peu dépassée, j'aimerais apporter ma petite contribution. Bon, concernant les questions, on dit si les infractions, bon, quant à moi, les infractions, c'est une seule infraction seulement qui est l'homicide involontaire. Parce que tout simplement,
il y a de la part de gens, parce qu'il y a quand même un lien de causalité entre ces coups et puis l'homicide, quoi. C'est à travers ces coups que le jeune homme s'est jeté par la fenêtre, donc involontairement il a causé la mort. Donc on peut le poursuivre d'homicide involontaire, mais ça ne serait pas un crime mais un délit simple, et la peine sera appréciée par le juge vu la façon, le temps, le moment et puis la situation. Il aura quand même beaucoup de grâce du juge. Et maintenant les parents, pour moi pénalement les parents ne seront pas poursuivis parce que la peine quand même est personnelle. Mais si c'était civil, les parents allaient être poursuivis civilement parce que les parents doivent répondre des responsabilités civiles dues à leurs enfants qui est malade mentalement, mais pas des responsabilités pénales quand même. C'est parce que là, même si l'enfant s'est tué, l'infraction n'a aucun lien avec les parents. Donc pénalement, les parents ne sont pas responsables, mais civilement, ils sont responsables. Si le malade mental avait causé des dégâts, les parents quand même allaient réparer ces dégâts-là. En tout cas, c'était ma petite contribution. Et surtout, il n'y a Jean n'a aucun fait parce que Jean quand même c'est un malade mental, donc il bénéficie des causes d'exonération. Donc tous ces actes pénalement n'ont aucun lien. Donc il n'y a pas d'effraction parce que c'est un malade mental. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, sachez que vous pouvez intervenir sur le sujet qui est mis dans la description de la vidéo. Quant aux conditions, vous devez répondre par message vocal, message audio WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Je répète, +212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, votre pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon les textes juridiques de votre pays. Vous avez jusqu'au vendredi prochain pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.